en même temps qui a un champ de possibilités extraordinaire. Elle est mathématicienne et elle fait de l'informatique au démarrage de sa vie professionnelle. Mais donc, ça, ce qui demande de la rigueur, de la constance, etc. etc. Hein. Mais en même temps, elle est digne de création artistique. Et donc, vous avez quelques-unes des créations qui se situent sur les différents panneaux d'affichage et puis sur les tables d'affichage. Donc, c'est une femme avec énormément de possibilités. Et nous souhaitions absolument qu'elle vienne faire une conférence sur cet algorithme qu'elle possède maintenant à merveille, hein. Quand même, il faut le dire, voilà, sur la question des fractales et puis la croissance des plantes. Oui, par ailleurs, c'est une femme charmante, hein, puisque nous avons travaillé longtemps ensemble et que donc nous nous connaissons bien. Voilà, merci à toutes et à tous. Si donc vous avez besoin de bulletins, hein, voilà. Merci, bonne conférence. Merci. Alors avant de commencer, est-ce que on m'entend au fond? Non. Oui. Parce que j'ai pas du tout envie. Ah bah non. J'ai pas envie de prendre le micro parce que On n'entend pas, madame. vous entendez pas. Il y a 2-3 suites, là. Prends le micro, Nathalie. Alors, bon, alors en attendant, je vais remercier Michel, ici, présent, qui m'a aidé à faire tous les encadrements là. Et puis aussi Dominique qui a porté ici le vidéoprojecteur sur lequel vous voyez des créations poussées. Ah. Bon, il n'y a pas de micro. Alors, comment ça on va commencer comme ça, en attendant. Donc, variation pour un modèle de fractal. Alors, je dis bien, c'est un modèle de croissance de plantes. Hein, c'est pas, je n'ai pas la prétention d'être ni botaniste, enfin, bon, je ne travaille pas sur les plantes, ni biologiste. Voilà, je suis ni botaniste, ni biologiste. Je suis juste quelqu'un qui aime les maths, qui adore les maths et qui aime l'informatique. Donc, on va commencer comme ça. Alors, mon goût pour les mathématiques, les algorithmes et la programmation. Donc, mon goût pour les mathématiques, il vient de mon père. Donc mon père, Guy Carlier, mathématicien, qui était haïtien. Et j'ai pas de micro. Il ne fonctionne pas du tout là? Non, non. Et jusqu'en terminale, donc mon passant par Mettez-vous à On n'entend pas, madame. Nathalie, je vais essayer de voir ce qui se passe, c'est pas normal. D'habitude, on a 2 micros. Je vais aller m'en occuper parce que là, c'est. Alors, c'est vrai que tout le monde peut venir déjà plus en avant. Bon, ben, je vais attendre un peu. Attends une petite seconde parce que. Donc j'ai essayé de leur montrer le côté visuel des mathématiques tout le temps en essayant de faire dessiner les élèves. Pour moi c'était super important de leur faire des cartes mentales. Alors une carte mentale, donc c'est un vaste programme, il faudrait qu'on en reparle éventuellement. Construire des figures de géométrie et recherche. J'ai fait des recherches aussi dans le cadre de l'enseignement des mathématiques pendant ce temps-là, pendant ces années-là. Je travaillais pour l'IREMI de La Réunion, dont M. Tournès, ici présent, était responsable. Et donc, pendant ce temps, j'essayais de montrer que tout est algorithme et tout est fonction. Donc, on va revenir sur ces 2 mots, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, j'ai découvert un logiciel qui s'appelle Snap, qui m'a permis de faire toutes les modélisations que vous allez voir aujourd'hui.
Et puis j'ai utilisé un outil algorithmique dans mes cours que je trouvais très puissant, je vais revenir dessus pour vous l'expliquer. Donc ma première calculatrice, c'était une HP 34C. Et alors, donc, achetée au MIT, j'étais en balade avec mon père au MIT, on est allé voir mon oncle qui était professeur de chimie au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Et en se baladant à la bibliothèque, en sortant, j'ai vu, enfin à la librairie du MIT, j'ai vu cette calculatrice et j'ai demandé à mon père de me l'acheter, il me l'a acheté. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était une calculatrice en mode programmable, en mode notation polonaise inversée. Donc, je vous explique très vite ce que c'est. Quand vous avez une calculatrice que vous voulez faire 1 plus 2, vous faites 1 plus 2 égale. Là, c'était pas ça du tout, c'est 1 entrée, 2 entrées. Et puis, si on veut faire la somme, on appuie sur le plus après. C'est-à-dire qu'on va faire le calcul dans la pile de la calculatrice. Donc c'est extrêmement puissant ensuite quand on veut programmer. Donc déjà, j'avais 14 ans, hein. Donc déjà ça formate l'esprit d'une façon définitivement différente. Donc ensuite j'ai fait mon premier programme sur un ordinateur d'IBM, un Mitra 15, et ce premier programme il était sur carte perforée. Donc pour vous dire, je fais un peu partie d'histoire d'informatique quand même. Donc j'avais fait un projet de programmation en 3e année d'école d'ingénieur. C'est dans ce cadre que j'ai fait mon programme sur carte perforée. Alors on était très peu de filles. Ma binôme, elle ne voulait absolument pas entendre parler d'informatique, donc j'ai fait le projet toute seule. Et il s'agissait de modéliser un ensemble de données, donc des datas. Vous connaissez le film Figure de l'ombre? Voilà. Et bien Dorothy Vaughan dedans. Alors moi, ça m'a donné la chair de poule parce que je me suis vraiment identifiée, je ne veux pas exagérer non plus, mais bon, la voir arriver dans la salle de nuit, dans la salle d'informatique pour pouvoir passer ces programmes sur carte perforée, je trouve ça extraordinaire. Et moi, j'avais appris à programmer en Fortran après. Donc, alors, entre-temps, j'ai acheté mon premier personal computer, donc ça c'était quand j'étais enceinte de mon premier, parce que j'avais peur de m'ennuyer. En fait, j'avais pas le droit de bouger, donc du coup c'est là que j'étais fascinée par l'arrivée des premiers PC et j'ai acheté mon premier PC, c'était un IBM. Alors écoutez, 10 000 francs, pour vous dire, le SMIC à l'époque était à 3 700 francs, et 10 000 francs c'était un mois de salaire d'un ingénieur. Moi j'étais ingénieur, donc j'avais quand même emprunté à mon père ses sous parce que c'était quand même énorme. Les caractéristiques, lecteur de carte 5 pouces 1 quart, une carte mémoire de 64 K. Alors, je ne sais pas si vous imaginez. Pas de disque dur, ça veut dire que tous les calculs, on les fait dans la mémoire de l'ordinateur. Quand il est éteint, c'est fini, il n'y en a plus. Donc du coup, évidemment, il faut sauvegarder sur les disquettes. C'était extraordinaire. Système d'exploitation, c'était un DOS, c'est-à-dire pas de fenêtre. Vous connaissez, vous avez Windows ou Mac, ce sont des systèmes à fenêtre. Vous avez une surcouche pour communiquer avec l'ordinateur où vous n'avez rien à faire, en fait, vous avez tout dans les fenêtres. Le terminal, c'était un écran vert. Vous connaissez Matrix tous? Voilà, c'était ça. Premier programme en tant qu'ingénieur, donc dans le cadre de ma thèse au CSTB, Centre scientifique et technique, de ma première thèse, Centre scientifique et technique du bâtiment. Là, donc, je travaillais, donc c'est là que j'ai appris le Fortran, sur PDP 1134 de chez Digital Equipment. Et donc je travaillais sur un espace à dimension 6, j'avais énormément de données à traiter. Et ça m'a passionné. Donc les algorithmes. Au fait, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous faire l'affront de vous définir un algorithme. Bon, une recette de cuisine si vous voulez, bref. C'est une liste de choses à faire dans un certain ordre. Une liste finie. L'origine de mot vient du mathématicien persan Al-Khwarizm du 9e siècle. Et la mise en œuvre donc, des algorithmes en tant qu'ingénieur, j'estime que ma spécialité, c'est les modèles de calcul. J'adore calculer. Donc, traiter un ensemble de données, les data, et je faisais beaucoup d'interpolation polynomiale. Donc, mise en œuvre des algorithmes dans mes classes, j'ai toujours eu une vision algorithmique de l'enseignement. Dans tous les domaines des mathématiques, j'étais enseignante en maths. Algèbre, analyse, géométrie, statistique.
Alors, quelques algorithmes. Alors, un des plus connus au monde, c'est l'algorithme d'Euclide pour calculer le PGCD, plus grand commun diviseur. Voilà ici, par exemple, un algorithme qui dessine un arbre de branches. Voilà le premier niveau, le deuxième niveau, deuxième niveau, troisième niveau, etc. Alors, je voudrais vous parler du jeu de la vie. C'est un petit automate cellulaire discret. Alors, tout de suite, on va voir à quoi ça ressemble. Donc, je vous fais juste une petite intermède. On va essayer d'aller voir ça. Juste un instant pour voir. Ah, pardon, c'est pas celui-là. Excusez-moi. Alors, allons-y. Une cellule ne survivra au tour suivant que si elle est entourée par 2 ou 3 voisines. Si vous voulez, en dessous de 2 voisines, la cellule meurt d'isolement, et au-dessus de 3, elle meurt de surpopulation. Et règle numéro 2, si une case vide est entourée par exactement 3 voisines, elle devient vivante au tour suivant. Une cellule naît à cet endroit-là. Pour voir ce que ça donne, essayons d'appliquer ces 2 règles d'évolution sur notre... Bon, voilà. Bon, bref, c'est pas grave. On va revenir à... Donc, je résume, je récapitule le jeu de la vie. Donc, vous imaginez un peu au jeu de la vie, là. Micro. Oui, le micro, pardon. Vous imaginez donc un damier avec des cases blanches et des cases noires. Et donc, les cases blanches, ça va être les cellules vivantes. Et les cases noires, ça va être les cellules mortes. Donc, si une case blanche est entourée de 2 ou 3 cellules noires, non, si une case noire, pardon, est entourée de 2 ou 3 cellules blanches, elle continue. Je suis en train de mélanger les pédales. Donc, bref. Si elle est entourée de cellules vivantes, de 2 ou 3, elle va continuer à vivre. Et si elle est entourée de plus que 4 ou 5, eh ben, elle va mourir de surpopulation. Donc voilà, en fait, en gros, c'est ça, je l'ai, d'accord. Alors, ils en ont fait aussi un automate cellulaire continu. Donc, vous pourrez aller voir donc, les vidéos de monsieur... David Louapre. Oui, c'est ça, merci. David Louapre. Donc, il a une chaîne incroyable donc la chaîne, c'est, je vous le redis tout de suite. Oui, Science étonnante. Science étonnante, c'est ça. Et le truc, il a disparu. C'est ça, Science étonnante, merci. Donc ici, on continue. Il ne faut pas que je fasse ça parce que sinon, ça tout qui saute. Alors, l'image que vous avez, donc ensuite, pardon. Donc, juste un petit mot sur l'image que vous avez. Ça, c'est un état auquel l'évolution dans le jeu de la vie arrive à un moment donné. Donc, souvent, vous avez comme ça des cellules qui croisent et puis qui arrivent à un système qui après prend une figure un peu spéciale. Donc, j'aime beaucoup ce concept parce que vous verrez quel rapport ça a avec ce que j'ai à vous montrer. Donc, la fourmi de Langton aussi. C'est une fourmi qui, quand elle arrive, donc c'est pareil, on a un damier avec des cases blanches et des cases noires et une grosse fourmi qui se balade sur le damier. Donc quand elle arrive sur une cellule blanche, elle va tourner à droite par exemple, et quand elle arrive sur une cellule noire, elle va tourner à gauche. Sauf que à chaque fois qu'elle est passée sur une case, la case va changer de couleur avant. Donc elle va passer du noir au blanc ou du blanc au noir. Et c'est pareil, ça arrive à des situations très, très spéciales. À un moment donné, on voit qu'il y a une forme d'ordre qui se dessine, bien que la fourmi se soit baladée dans tous les sens et que les couleurs du damier aient eu des formes chaotiques à un moment donné. Alors un outil puissant pour enseigner les mathématiques que je montrais aux élèves, c'est un outil que les développeurs utilisent beaucoup en informatique, c'est Map Filter Reduce. Pour moi, c'était vraiment très important parce que donc, je l'avais traduit appliquer, extraire, continuer, par combiné. Par exemple, si vous voulez faire la somme des nombres pairs, juste pour expliquer ce que c'est que
cet outil, en fait, cette application d'algorithme. Si vous voulez faire la somme des nombres pairs, par exemple, de 1 à 10. D'accord? Donc on va prendre les entiers naturels, on va faire une liste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, c'est appliqué, donc on va prendre la liste des nombres entiers de 1 à 10. Sur ces nombres entiers, on va prendre que les nombres pairs. Donc ça, c'est extraire. On va extraire les pairs, donc 2, 4, 6, 8. Et puis après, on va combiner, on va en faire la somme. Et là, donc on obtient 4, 6, et 6, 12, et 8, 20, et voilà, quelque chose comme ça. Bref, peu importe. Et alors, ce qui veut dire que si vous voulez le faire, donc là c'est facile, parce qu'il n'y en a que quelques-uns. Mais si vous voulez faire de 1 à 1000, extraire la somme, trouver la somme des nombres pairs entre 1 et 1000, bon là c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que là on a besoin d'un ordinateur et puis de cet algorithme-là, appliquer, extraire, combiner. Alors vie, maintenant. L'algorithme vie, VEE. C'est un modèle donc, que j'ai utilisé pour de croissance de plantes. Le premier contact. Alors je vais vous l'expliquer d'abord. Donc c'est un algorithme qui va faire permettre de tout remettre en place. Tout le monde a son papier, son crayon, Les dés sont là. Alors, du coup, est-ce que tout le monde est prêt? Alors, je vais vous expliquer l'algorithme. Donc, on va prendre une feuille de papier et on va la mettre en mode paysage. Donc, chacun a une petite feuille comme ça. On va la mettre en mode. Ça, c'est mode paysage, c'est comme ça. Et puis, vous allez commencer votre dessin en bas, ici au centre de la feuille. Vous allez dessiner un V. Quoi? Un V. Un V. Ça, c'est incontournable. On dessine un V. Alors, pas trop grand, sinon vous n'aurez pas la place de faire autre chose. Donc, à main levée, hein. Voilà. Donc, tout le monde a fait son V, c'est bon. Et maintenant, alors, je vous explique la suite. On va, à l'extrémité de chacune des branches, on va dessiner un V. Ou une fleur. Attendez. Comment? Eh bien, on va jeter un dé. Et on va décider, par exemple, si c'est pair, on fait un V. Et si c'est impair, on dessine une fleur. Et donc, ben, je vous laisse y aller. Alors, juste un petit... Voilà, je vous laisse y aller. Et puis, si vous n'avez pas envie de faire des fleurs compliquées, vous n'avez qu'à faire des ronds, vous n'avez qu'à mettre des carrés, des triangles, ce que vous voulez. On le fait sur les deux. Et alors, à chaque fois que vous allez retrouver une autre branche, vous allez toujours aller vers la gauche pour commencer. Et vous allez jeter votre dé pour continuer le dessin. Si vous faites du impair, vous êtes foutu. Alors, à l'extrémité de chaque branche, on va tirer de manière aléatoire en jetant son dé, soit un dé, soit une fleur. On jette le dé. Si c'est pair, on dessine un dé. Si c'est impair, on fait une fleur. Et quand il y a une fleur, merci, c'est terminé. Et tant qu'il n'y a pas de fleur, on continue. Et là, vous allez jusqu'au bout de la feuille. On choisit un côté, par exemple, on part que vers la gauche. On part que vers la gauche. Oui, voilà, alors, ça. si vous... Non, mais peu importe, c'est pas grave. Si vous êtes parti à droite, c'est pas grave. On peut continuer. Mais si vous faites toujours vers la gauche, si vous voulez, ça sera plus systématique. Vous n'aurez pas de mal à finir votre feuille. Eh ben oui, c'est pas grave. Père, ce sont des fleurs. Voilà. Le dé, vous le faites ensemble. C'est un père, les fleurs. Et à l'extrémité, Père, ce sont les fleurs.
C'est bon? Alors, on peut passer à la suite. Donc, c'était juste pour vous faire sentir l'algorithme, pour vous faire palper du doigt l'algorithme. Donc, voilà ici le visuel de l'algorithme. Moi, mes fleurs, c'était des polygones, c'est des polygones. Après, je peux dessiner aussi des fleurs. Mais moi, au départ, je choisis des polygones. Des cercles, des triangles, des carrés et des polygones. Celui-là, je l'appelle l'avatar. Alors ça, c'est ma petite fille de 6 ans. C'est ma petite fille d'une qui a fait ça mercredi. Non, la semaine dernière. En attendant sa maman, on a joué à ça et c'est elle qui dessinait, qui lançait les fleurs, qui lançait les dés. Et puis bon, elle en a fait plusieurs, donc c'était rigolo. Et bon, ça c'est un exemple vite fait sur le bord de ma table de cuisine pour tester justement si ça allait fonctionner aujourd'hui. Alors ça c'est par programme, voilà, donc après je choisis. Et ça c'est mes petites filles, mes grandes puces qui maintenant ont 12 et 14 ans. Quand elles avaient 6 et 8, je leur avais fait dessiner l'algorithme. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elles ont modifié l'algorithme. La grande par exemple, donc elle a choisi de mettre des troncs des branches à trois branches possibles après. Elle partait, je trouvais ça très, très cubique son interprétation. Alors, on va coder cette plante. Et vous allez coder aussi, parce que vous avez tous un papier et un crayon. Je vous donne le code. Alors, vous allez coder ma première plante, l'avatar, celui de tout à l'heure, là, lui. Donc, un V, on va le coder V. Un polygone, c'est ça là, on va le coder P. Donc, un triangle T et un carré C. Et un D. Et un disque D, d'accord? Donc, alors, pour coder, on va toujours partir vers la gauche. Donc on a posé le premier V, ça c'est incontournable, tout le monde a posé un V, tout le monde écrit un V, ça c'est obligatoire. C'est incontournable. C'est la naissance de toute chose, elle part de quelque chose. Nous on part d'un V. On part à gauche, donc là on a tiré quoi? Un V, donc on doit écrire un V. Maintenant on tire un P, voilà. Et du coup, comme c'est plein, on continue dans l'autre direction. Là, on a un V, un V, etc. Je vous montre le chemin. Après, je vais vous laisser réfléchir à un autre chemin, ne vous inquiétez pas. Donc, on a bien V, P. Ensuite, on a 4 V, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on a un triangle. Non, on a 5 V, pardon. On a un triangle, carré, triangle. Et puis là, on va arriver à cette branche ici. On va arriver à cette branche et on repart vers le haut. D'accord? Vous voyez comment on code? Ok, donc alors, allez-y pour celui-là. Oui, toujours à gauche. Toujours à gauche. Donc V, carré, Polygone, V, on part à gauche. V, et un disque. Mais Nathalie, ceux qu'on laisse sur la droite, là, Quand toutes les branches sont pleines, on redescend jusqu'au nœud suivant pour repartir. On redescend, on en était là, P, on redescend. Voilà, on redescend au nœud qui n'a pas été codé en fait. Voilà.
Nathalie, comment est-ce qu'on code le premier carré à droite qu'on a oublié là? Ça sera ton dernier. Si vous avez bien codé votre chemin, ça s'appelle un chemin, vous arrivez ici sur un C. Le dernier, la dernière lettre du code, ce sera un C. Afficher la solution. Ah oui, les derniers, oui, c'est facile, oui, oui. D, C, C, D, oui, oui. C, D, C, C. C'est ça, la fin de votre code. Si tout va bien, la fin de votre code, ça va être C, D, C, C, D, C. Ok? Bon, allez, on va afficher la solution parce que l'heure tourne en fait. Voilà. On va peut-être reposer, vous referez, c'est pas très difficile. Ceux qui ont fini peuvent regarder la pente pousser en attendant. Oui, pour l'instant, oui. Alors, oui. Donc vous allez, c'est bon, passe à la suite. Donc maintenant, on va revenir sur le terme fractal qui est dans le titre. Donc qu'est-ce que c'est qu'un objet fractal? Une figure fractale, c'est un objet mathématique, tel une courbe ou une surface dont la structure est invariante par changement d'échelle. À quoi ça sert? À modéliser, à comprendre la nature, à classifier des arbres. Donc là, je donne des exemples de à quoi ça sert. Sinon, ça a vraiment beaucoup d'applications. Classifier des arbres selon leur modèle de croissance, simuler un modèle de côte, par exemple la côte bretonne. Donc un exemple de fractal qui est connu, vous allez voir pourquoi, la fractale au vent de corps. Alors l'initiateur, c'est simplement un segment. Alors je prends ce segment, je le divise en 3 parties égales, et sur la partie centrale, je vais monter un triangle équilatéral, et enlever le bas de ce triangle, d'accord? Et bien je peux répéter la même action, je vais répéter la même chose, à l'étape suivante, sur chacun de ces segments. Donc ici je recommence, ici je recommence, etc. Donc j'obtiens ça. Donc ça s'appelle, comme initiateur, un arc de cercle. Vous voyez, donc on l'a coupé en 3 parties égales, et puis on a monté des arcs de cercle à chaque fois. Et là, l'étape d'après, on obtient quelque chose de plus fin, en fait. Vous voyez la comparaison des deux? Et comme générateur, on peut imaginer ce qu'on veut. Donc au lieu d'un triangle, on peut prendre un carré. C'est ce que vous avez ici. Et là, on recommence, etc. etc. Donc ça, maintenant, la fractale du triangle de Sierpinski, qui est aussi très connu. Donc on a un initiateur qui est un triangle équilatéral. On le divise en 3 parties égales. Et au milieu, on va enlever le triangle équilatéral du centre, en fait. Donc moi, j'ai mis des couleurs, mais c'est ça l'idée. Et puis à chaque fois, on recommence avec chacun des triangles obtenus. Ici, étape suivante, etc., etc. Donc on obtient, au bout d'un moment, quelque chose, ici par exemple, qui a une surface finie, d'accord?
mais, puisque c'est contenu dans un triangle équilatéral, mais à l'intérieur, c'est complètement, en fait, c'est vide, quoi. Ça donne des très jolies figures. Donc maintenant, pour notre algorithme, vie. On va parler de hasard et récursivité. Donc la puissance de l'aléatoire. C'est ça qui est fabuleux dans cet algorithme. Parce que si mon premier contact, c'était à une conférence internationale sur Snap, parce que j'étais vraiment passionnée de ce logiciel, du coup j'ai fait des confs. Je suis allée à des meetings, entre parenthèses. Et donc là, c'était en Allemagne, et quelqu'un qui nous a présenté donc ce logiciel, en fait, c'est un logiciel de programmation, mais un peu comme Scratch à l'école. Hein. Donc on va déplacer des lignes de code sont des briques en fait à imbriquer les unes aux autres comme dans Scratch. Donc Scratch, c'est un logiciel que vos enfants ou petits-enfants utilisent à l'école maintenant. Et donc Snap, c'est l'étape d'après, c'est Scratch, mais c'est Scratch qui code du code. Voilà, c'est quelque chose qui est ouvert aux enfants, mais aussi qui est utilisé par des adultes pour faire des programmations très 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 poussées. Et alors là, sur ce dessin, on voit, c'est là, j'étais à une conférence de Dan Garcia, où il présentait cet algorithme. Donc c'est pas lui qui a inventé l'algorithme, hein. L'algorithme, c'est un algorithme qui a été écrit par des botanistes. Hein. Et ici, au lieu de... Donc voilà ce que je vois pousser. Puis là, moi, ça m'a sidéré. Donc le fait, vous allez voir pourquoi, donc je vais mieux expliquer ça. Donc en fait, ces langages, là, Snap et Scratch, ça vient de la géométrie tortue. Ça vient de Logo. Alors Logo, c'est un logiciel incroyable, c'est un langage écrit par Seymour Papert que j'admirais énormément. Donc c'est un chercheur en 1960, enfin dans les années 60, qui travaillait au Massachusetts Institute of Technology dans les laboratoires d'intelligence artificielle. Et c'était un passionné, c'était un fou de maths, et puis un passionné d'éducation. Et il a inventé des trucs de dingue. Donc c'est lui qui a écrit Logo, et c'est lui qui était dans les premiers à programmer des petits robots qui se baladaient pour faire jouer des enfants. Et il y a beaucoup de vidéos là-dessus où il montre des enfants en train de programmer avec la géométrie tortue, The Turtle, en train de programmer des petites voitures qui se baladent dans le labo. Alors Snap, donc c'est ce que je vous ai dit, on n'écrit pas du code, on a des briques de code qui s'imbriquent, et l'algorithme vie que je vous présente là, donc le choix des fleurs, par contre, c'est moi qui les dessine, les couleurs, totalement personnelles. L'espace de rendu du logiciel, c'est une fenêtre au-dessous de laquelle il y a des lutins, et les lutins ont des costumes, et les costumes, ce sont mes fleurs. Par exemple, donc voilà par exemple des costumes, c'est un exemple. Ici, on va peut-être juste un instant faire pousser ça, si c'est possible. Ce serait très fort. Alors là, c'est ici. Je vais fermer la fenêtre. Donc, je vais vous faire ici ceci. Juste un instant, j'essaye de rendre. Voilà. Voilà, pour vous montrer l'interface en fait. Voilà l'interface du logiciel que j'utilise. Donc ici, vous avez la fenêtre de rendu. Ici, vous avez les lutins avec leurs costumes. Et ici, vous avez les briques de code. Et puis, donc ici, il faut juste que j'active quelque chose. Voilà. Et puis, on va pouvoir lancer ça. Donc je me mets en grand et je fais pousser. Donc des fois, comme vous avez pu le voir tout à l'heure en dessinant, des fois ça fait un flop, hein, l'algorithme. Ouf, ça pousse plus. Et puis des fois ça pousse.
des fois ça pousse beaucoup. Je reviens. Donc ça on a vu, pardon. Voilà. Alors, codage avec Snap. Donc moi je me suis approprié l'algorithme, j'ai beaucoup personnalisé en y mettant beaucoup de paramètres. Par exemple, déjà j'ai dessiné des feuilles qui étaient des polygones, des fleurs aussi avec une tablette graphique. Je pouvais dessiner quelques fleurs. Et donc les deux notions fondamentales sur lesquelles je voudrais attirer l'attention, c'est donc le hasard et la récursivité. Donc le hasard, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est en jetant les dés. Et j'ai joué sur les formes, les polygones et les couleurs. Alors, juste une petite remarque sur l'image qui est là. Donc, ça s'appelle le maraudeur. Et puis, éloge du bug, en fait, le maraudeur, il n'est pas comme ça. Là, vous l'avez, il n'est pas doublé. C'est juste une erreur en faisant un diaporama. Je me suis dit, tiens, ça rend bien, donc je laisse. Et en fait, ici, si vous regarderez, il n'est pas doublé. Donc l'algorithme en lui-même, le voilà, il est très simple. Donc ça utilise la géométrie logo. Donc on va tourner, on va dire au lutin, vous vous rappelez le lutin, de tourner, de se mettre en position d'écriture, d'avancer. Donc là, ça va écrire un trait de 40 pas. Et puis ça va exécuter de manière aléatoire quelque chose qui s'appelle feuille. Ça va relever le stylo, avancer de -40, etc., etc. Donc ce qui est magique ici, c'est donc la récursivité. Elle est dans les feuilles, on va voir pourquoi. Et l'aléatoire, le hasard, il est dans le fait de tirer un élément au hasard de cette... Les feuilles, ce sont enfin une liste. C'est une liste d'objets. D'accord? Donc ça va tirer au hasard une feuille. Alors ces feuilles, elles sont constituées de quoi? Donc qu'est-ce que c'est que la récursivité? D'abord, c'est une fonction qui s'appelle elle-même. Ça veut dire une action qui s'appelle elle-même. Une sorte d'auto-répétition. Et donc voilà ici les feuilles au départ. Si je faisais ça comme feuille, eh ben je fais mon V, je choisis une feuille au hasard, donc un disque plein, un carré, un triangle ou un disque vide, et puis c'est terminé. D'accord? C'est fini. Je vais dessiner un V et puis une feuille prise au hasard. Point barre. Mais si je rajoute, voilà ce que ça fait. Mais si je rajoute l'algorithme lui-même, et c'est là la puissance incroyable de cet algorithme, c'est ça. Enfin, d'avoir pensé à rajouter dans la liste le V lui-même. Et du coup, c'est ce que vous avez fait tout à l'heure en tirant vos dés, là. Quand c'était pair, vous tiriez un V. Et quand c'était impair, ben, vous tiriez une de ces fleurs-là. Quand c'était impair, c'était ça, et quand c'était pair, c'était V. Alors, pour pouvoir jouer, pour avoir par exemple plus de chances que ça pousse, vous avez bien vu que des fois ça pousse pas. Bon, on rajoute des V. On rajoute des vies. En fait, on augmente la probabilité que vie sorte. Et ben, là, voilà. D'accord? Mais sinon, on peut mettre un poids. Bon, mais ça, c'est moins visuel, disons. Donc le hasard, c'est fondamental pour simuler le monde réel. Et c'est ça qui me plaît énormément là-dedans. Par exemple, donc on va revenir à un modèle qu'a mis au point Mandelbrot, qui est un des premiers, c'est le premier à avoir utilisé le mot fractal, mais c'est pas lui, le premier qui a approché le fractal. Donc ici, vous voyez le processus de Von-Core de tout à l'heure, d'accord? Puis après, donc là, apparemment, ça continue, mais là, c'est bizarre, c'est dans un sens qu'on ne comprend pas trop, là, c'est dans l'autre sens. Et là aussi. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? L'orientation de la graine, elle va être sélectionnée au hasard à chaque étape. C'est ça qui est fabuleux. Parce que ça va apporter un sens plus réel à la simulation. Donc voilà ce qui se passe à l'étape d'après, à l'étape d'après et à l'étape d'après. Excuse-moi, là c'est la même graine, mais avec des positions différentes. Oui, on tire au hasard le sens où elle va se faire. L'orientation de la graine est choisie de manière aléatoire. Donc c'est ce que disait Benoît Mandelbrot quand il a expliqué qu'il utilisait ça pour modéliser la côte de Bretagne.
parce qu'il s'est rendu compte que c'était vraiment très escarpé, et puis que si on utilisait justement, si on changeait l'orientation de la graine, et ben ça pouvait vraiment simuler, se rapprocher de la réalité. Donc vie, on va jouer avec le hasard. Donc bon, évidemment, vous avez vu tout à l'heure en dessinant que des fois on fait un flop. On a juste, ça ne pousse pas. Donc sur 200 images produites, par exemple, je peux avoir que quelques images très intéressantes. Et des fois, le programme s'arrête tout de suite, bien sûr, parce que j'ai que deux fleurs. Alors maintenant, est-ce que vous voyez pourquoi l'algorithme, il s'appelle vie? Eh ben ouais, V et puis une i-fleur. Voilà, donc ça peut pousser très peu. Et puis donc pour augmenter la chance que ça pousse, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on met plusieurs V. Alors le hasard existe-t-il vraiment? Le hasard, ce n'est que le nom des causes que nous ignorons. Ah oui, on est des grands ignorants. Le hasard. Donc c'est un hasard qui est prédéterminé à l'avance par le choix du langage. Donc pour moi, le hasard n'existe pas. En science, il n'y a pas de hasard. Le résultat produit, c'est juste le résultat d'une série de causalités, de causes conjuguées. Alors, oui, bien sûr. En mécanique quantique, si, j'ai bien dit des ordinateurs classiques. Ouais. J'ai dit classique tout à l'heure. Oui, mais là, il est marqué en science, il n'y a pas de hasard. En science, bah non. Enfin bon, c'est mon point de vue, hein. Moi, ça n'engage que moi. Hein. Oui. Alors, je vous conseille d'écouter ce podcast de Richard Morin, La philosophie pour tous. Très intéressant. Bon, après, oui. Pour moi, tout est issu de causes prédéterminées, qui sont peut-être pas connues de nous, mais qui sont des causes qui nous dépassent. Alors, quand je clique sur un programme, j'ai mis une intention. Ça conduit sur le bouquet, la plante, ça conduit sur le résultat. Donc, par exemple, voilà, je vais les montrer en grand. Celle-ci, c'est que j'étais à côté d'une amie qui s'appelle Marlène, et donc je lui expliquais, et puis quand j'ai cliqué, ça a fait pousser une fleur, et je l'ai appelée Marlène. Et celle-ci, c'était, voilà, donc celle-ci, je l'ai appelée là. On peut revenir à la question du là. Oui. Le hasard. Oui. En fait, tu dis tout a une cause et donc il n'y a pas de hasard. Oui, moi c'est mon point de vue. Mais en fait, bon, on a bien compris que si il y a un moment, par exemple, ça s'arrête, ta plante ne pousse plus, donc parce que il y a la cause, c'est qu'il y a deux fleurs, par exemple, ça s'arrête. Oui. Et tout est comme ça dans la structure de l'univers. Tout fonctionne comme ça. Je peux pas, aucun scientifique pourra le garantir. D'accord? Donc certainement pas moi. Mais c'est mon point de vue à moi. Il y a des codes. Par exemple, quand vous allez jeter votre dé, pour vous c'est du hasard. Hein, avoir un 2, un 1, un 5 ou un 6. Mais non, c'est pas un hasard. Le dé est calibré, il y a la façon dont l'impulsion que vous avez donnée au dé quand vous l'avez jeté. Il y a peut-être qu'il y a certaines phases qui vont être moins rugueuses que d'autres. Ça, à l'état macroscopique, vous ne pouvez pas le voir. Mais n'empêche que c'est prédéterminé. Quand vous allez lancer votre dé, le fait même de le jeter, paf, c'est prédéterminé. C'est comme ça que je le vois. Donc ça on a vu. Ok. Alors, j'ai fait une recherche d'harmonie des couleurs pour obtenir ce que vous avez ici. Sinon, on peut très bien tirer les couleurs au hasard aussi, hein, par programme. Ça, j'ai fait des programmes comme ça, par exemple là-bas, les fleurs sont tirées au hasard. Donc des fois, les associations de fleurs, elles sont pas top. Mais bon, ça c'est parce que c'est du systématique, je ne réfléchis pas, je lance le truc. Là, en fait, on les voit pousser. Et donc, le codage des couleurs en informatique, c'est un codage additif.
On va coder, alors c'est dans un espace de couleurs, donc ceux qui font de la peinture, ils savent un petit peu ce que c'est. Donc on va coder le rouge, le vert et le bleu, et sur des valeurs qui vont de 0 à 255. Puis c'est comme ça qu'on va les faire, et puis c'est un mélange additif des couleurs primaires. Les couleurs primaires en informatique, c'est rouge, vert et bleu, c'est pas les mêmes que les couleurs primaires des peintres. Et en plus, les couleurs primaires, les couleurs en peinture, c'est plutôt un codage soustractif, enfin, c'est plutôt quelque chose de soustractif, alors que là, c'est quelque chose d'additif. Et donc, bon, j'ai beaucoup travaillé sur les espaces de couleurs. Par exemple, quand je fais des tranches, donc vous voyez, c'est codé dans un espace de dimension 3, comme nous. Hein. La salle, elle est dans un espace de dimension 3. Donc vous avez le plan au sol, et puis l'altitude qui vous donne la troisième dimension. Là, c'est pareil avec les couleurs. Et si vous faites des tranches, par exemple, dans le cube de couleurs, entre deux tranches, eh ben, je sais que si je fais des coupes, eh ben, je vais pouvoir avoir des couleurs qui vont plus ou moins aller ensemble. Enfin, bon, c'est compliqué. Hein. Franchement, l'espace de couleurs, c'est pas simple. Alors, la puissance créative de V. Donc ici, j'adore celle-là. C'est une de celles que j'ai faites au début. Et je l'ai appelée Vigne Marron. Donc c'était juste pour l'image en fait, parce qu'elle est vraiment très belle. Donc en fait, les paramètres de V. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de fonction. C'est de la programmation fonctionnelle. C'est quoi une fonction? C'est ce que j'ai expliqué aux élèves. Que ce soit en maths ou que ce soit en informatique, c'est la même chose. On a une boîte dans laquelle on va rentrer des données et puis il va sortir un résultat. C'est ça une fonction, c'est tout, c'est pas compliqué. Et donc à l'entrée, on va rentrer beaucoup de choses. Dans les paramètres de vie, il y a la gestion de la frontière. Donc par exemple, la vigne marronne, eh ben, vous avez vu qu'elle poussait à l'extérieur de la fenêtre. Donc là, je n'avais pas décidé que la fenêtre, c'était mon univers. Donc je vais définir maintenant, à partir d'un moment donné, je vais dire, ben voilà, mon univers, c'est l'univers rectangulaire, c'est les bords de la fenêtre. Donc par exemple, je vais programmer que si le V il arrive à une certaine distance du bord de la fenêtre, et ben là, je ne vais pas tirer au hasard, je vais l'obliger à poser une fleur pour pouvoir finir le dessin. Donc c'est ce qui se passe ici sur les dessins que vous voyez qui arrivent au bord, et vous verrez systématiquement au bord, il y a des fleurs. Donc il y avait énormément de paramètres, donc juste pour travailler sur le mot paramètre. ChatGPT utilise plus d'1 milliard de paramètres, donc les paramètres on peut en mettre. La résolution d'écran par exemple, ça j'ai énormément travaillé sur les résolutions écran pour pouvoir, parce que de passer de l'ordinateur à une impression, c'est pas la même chose. Donc si on veut faire des belles choses, il faut absolument avoir une très très bonne densité, haute résolution. Donc la qualité et la diversité de la forme générée augmentent avec le nombre de paramètres. Amélioration, alors n'ayez pas peur de la liste qui va s'afficher, elle est monstrueuse, c'est pas grave, vous n'allez pas tout lire, je vais vous en dire quelques-uns. Donc ça c'est des idées que j'ai dans la tête, je ne sais pas si je les ferai un jour, hein, mais c'est des idées pour lesquelles on pourrait continuer à développer. Donc par exemple, alors celle-là c'est sympathique, je vais vous parler de cet exemple-là. Création d'une forêt. Alors ça c'est ma grande puce quand je lui ai montré l'algorithme et qu'elle a fait ses dessins tout à l'heure, vous avez vu. Eh bien, elle me dit, mais mamie, si tu mets plusieurs V au départ, là, eh ben, tu pourras faire une forêt. Je trouvais ça excellent. C'était trop bien. Donc avec un V, c'est vrai, on fait pousser une plante. Mais si j'en mets un deuxième, je vais faire pousser une plante, puis un troisième, etc. Donc je vais faire une forêt. Sauf que pour programmer après comment les feuilles
comment les branches se croisent et tout, oh là là, c'est compliqué, hein, pour l'instant j'en suis pas là. Voilà, donc on peut aussi augmenter la longueur des branches, donc faire un certain allongement, on peut augmenter la taille des feuilles, on peut faire un choix aléatoire du sens de rotation des branches, enfin bon, on peut multiplier le nombre de branches, au lieu de mettre 2, 3 ou 4, pourquoi pas, etc., etc., etc. Donc, et c'est pour ça aussi que je sauvegarde les chemins. C'est pour ça tout à l'heure que je vous ai montré comment on fait pour poser. Parce que si jamais il y a une fleur qui est super sympa qui sort, avec un chemin, mais que les feuilles dessinées elles sont pas belles, et ben l'avantage d'avoir codé le chemin, on peut le reprendre, changer les fleurs et recommencer. C'est pour ça que là, du coup, après, on peut choisir ce qu'on veut, on peut travailler sur le rendu et puis avoir des choses. Enfin, en tout cas, moi, je fais comme ça pour avoir des choses qui me plaisent. Donc on peut jouer aussi sur la position initiale de la fenêtre. Alors ça, par exemple, j'ai adoré celui-là, par exemple. En plus, c'était une erreur. Le V s'est mis là, et puis ça a poussé. Mais ça a poussé, donc là, on voit bien la gestion du bord de la fenêtre. Et ça a poussé jusqu'à remplir l'espace. Et moi, j'aime bien parce que la nature, elle a horreur du vide. Bon, ça aussi, ça engage que moi, mais enfin, bon, moi, c'est ma conviction. Moi, je suis pas la seule, Aristote, Pascal. Bon. Et puis même aujourd'hui, avec l'avancée de la physique, on sait très bien que dans le vide, il y a des choses qu'on peut faire. Alors il y a une phrase que j'adore, c'est celle-là: utiliser l'ordinateur pour sa propre créativité, ne pas laisser l'ordinateur être le créateur. C'est un architecte de génie, Frank Gehry. Vous irez voir, il fait des choses magnifiques, qui a écrit ça. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Alors, on va faire un peu de calcul. Nombre de plantes d'eau possibles pour une génération d'ONI. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu tout à l'heure la configuration. Donc, génération 1, c'est-à-dire je monte à un premier niveau. Voilà, il n'y en a pas 36. Il y en a un point bas. Si je vais avec génération 2, c'est-à-dire que je peux monter au deuxième niveau. J'ai celle-là, par exemple. J'ai celle-là. Et puis j'en ai encore une autre que je n'ai pas dessinée. Il y en a 3. Génération 3, si on les fait toutes, là, si on les dessine, etc., vous allez voir, on peut... Alors ça, je l'ai fait ici. Voilà. Bon, en prenant un peu de temps, pour donc, toutes celles qui arrivent au 3e niveau, en prenant un peu de temps, en faisant les symétriques, etc., on peut voir qu'il y en a bien 21. Et puis, par contre, les générations d'après, c'est impraticable, il y en a 651. Et voilà ce que... Donc, ces calculs, donc génération 1, 3, génération 1, 1, ensuite 3, ensuite 21, 651, etc., etc. Et là, vous cliquez sur image, vous allez aller voir ces arbres arriver. Et donc, alors, j'ai fait une vidéo, vous pourrez aller la voir si vous voulez. On peut juste peut-être... Mince. Voilà. Alors, juste vite fait, vous irez voir si ça vous intéresse un peu plus. Donc ici, c'est sur ma chaîne YouTube Nathalie Ron, et là j'ai fait une petite vidéo pas très longue sur la récursivité et les arbres fractales. Donc juste ici un petit... Magnifiques arbres fractales. Vous pouvez faire arrêt sur image pour mieux vous imprégner de cet algorithme de construction. Bon, ça part trop fort. Il faut diminuer le son là justement. Juste là, Ah oui, là. Ouais, merci, ok. Ah, ok. Construction du squelette d'un arbre fractal. Illustrons à l'aide de la géométrie tortue l'axiome de départ qui dessine un V.
Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est beau ça. D'accord. Ah oui, j'ai cliqué sur l'image. Alors, donc les systèmes ont été créés par le biologiste Aristide Lindermeyer dans les années 70, 73 je crois. Et c'est des modèles grammaticaux qui permettent de décrire de façon compacte la complexité d'une figure. Donc ça c'est assez compliqué, mais c'est très intéressant parce que justement c'est ce qu'ils utilisent maintenant par exemple pour modéliser le processus de développement des plantes bien sûr, mais aussi la prolifération des bactéries. Et ça donne justement comme le jeu de la vie, là, ça donne des simulations de vie, d'évolution de la vie qui sont très utilisées dans le domaine de la recherche. Donc ici, il y a son bouquin. Alors c'est hyper compliqué, je le dis tout de suite, si vous voulez le regarder. Il se télécharge en PDF, donc il faut chercher ça. The Algorithmic Beauty of Plants. De la simplicité à la complexité. Donc là, moi, c'est ce qui me plaît dans cet algorithme, justement, c'est que alors, la simplicité, c'est la sophistication suprême. C'est ce qui est difficile quand on voit des choses complexes, c'est d'en extraire le simple. D'accord ? Donc, la question fondamentale que je me suis posée, c'est comment, avec un algorithme aussi simple, ça peut engendrer la complexité, des figures aussi complexes. Donc ça, c'est une question fondamentale que beaucoup de chercheurs, sur laquelle beaucoup de chercheurs travaillent, donc les mathématiques, en biologie, en physique, en sciences sociales. Et donc beaucoup de vidéos sur YouTube, bien sûr, parlent de la complexité. Alors, celles que je peux vous conseiller, qui sont passionnantes, c'est celle de Sciences Étonnantes, David Louapre, et celle de l'école AGI, School Z aussi, très intéressante. Donc la simplicité, ça demande du temps, des efforts pour se révéler. La complicité générée par la simplicité, moi ça me fascine. Et bien sûr, il y a une dimension du hasard et la prévisibilité du hasard, quelque part. Donc le fait de répéter une expérience aléatoire un très grand nombre de fois, c'est ça qui est incroyable dans la vie, dans les processus de la vie, c'est que ça va tendre à créer de l'ordre. À un moment donné, même si on a l'impression que c'est dans n'importe quel sens, qu'il y a du chaos partout, le fait de répéter l'expérience aléatoire va créer de l'ordre. Donc là, et tous ces mots-là, c'est un petit peu enchevêtré, et c'est des choses très très profondes sur lesquelles on peut travailler. La simplicité, la complexité, l'ordre, le désordre, le chaos et l'émergence. Donc du chaos peut émerger quelque chose par exemple du vivant, tout simplement. Donc moi c'est ce que j'ai vu dans mes figures, c'est ce qui m'a parlé, c'est que de n'importe quoi, des fois peuvent émerger des choses qui nous évoquent quelque chose réellement quand on regarde les figures. La beauté des formes engendrées nous fait toucher du doigt la beauté de la vie. La complexité du réel est régie par des règles simples. Donc, vous avez vu tout à l'heure les règles de la vie, du jeu de la vie. Les règles aussi de la formule Langton, c'est archi simple. Et pourtant, donc le jeu de la vie, ils en ont fait des règles. Donc c'était abstrait, c'était sur un damier. Mais si on le transforme en quelque chose de continu, et bien on arrive à simuler des populations de cellules, de bactéries, des choses très, très proches de ce qui se passe dans la réalité. C'est pour ça que beaucoup de chercheurs travaillent là-dessus. Alors, ça c'est une question profonde que je me pose. Et si le monde n'était que le résultat d'une simulation, alors, vous pouvez lire par exemple Simulacron 3, Daniel Galmi. C'est un livre de science-fiction que j'ai lu quand j'étais jeune et qui m'a toujours fascinée. Et donc en fait, dans ce livre,
on est dans une simulation. Les humains sont dans une simulation. Alors, je vais vous montrer. Si je peux avoir ça, il va falloir ici, par exemple, pour étayer ce propos. Donc, je vous montre une figure, d'accord, que j'ai obtenue. Et je vous montre celle-là. Donc en fait, est-ce que vous voyez ce qui se passe entre les deux? Donc il y avait celle-là, et maintenant il y a celle-là. C'est la même chose, Oui. En fait, oui, c'est celle-là, ici. Bon, peu importe, ce que chacun y voit ce qu'il veut. Hein. Mais celle-là, en fait, donc vous voyez que ici, vous avez votre forme, et là, ça va continuer à pousser. D'accord? Ok. Et moi, je vous dis que c'est une... bon, on va l'appeler plante, hein. Puisque c'est avec l'algorithme vie qu'on l'a obtenu, mais moi, je vous dis que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, que vous avez déjà vu aujourd'hui. Oui, c'est le petit animal, là. Comment ça? Et là, pour ça, je vais vous montrer. C'était Lénia? Non, c'est pas les gars. Donc là, je vous montre ça. Je vais vous le montrer. Donc là, si j'arrive... J'arrive à zoomer sur l'écran, mais pas envie de projection. Dommage. Donc je vous montre le zoom. En fait, ici, je ne sais pas si vous voyez. Ici, vous avez le V là. Vous voyez le V là? Vous voyez le V? C'est le départ. Et donc moi je vous redis que c'est une plante que vous avez déjà vue depuis le début. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? C'est marqué en bas. Ah, trop tard, j'ai cliqué. Ah, c'est mort. C'est mort. Non, c'est pas grave. Donc ici, effectivement, eh ben, c'est la vie marronne. Voilà, c'est la même. Donc juste pour vous dire que faut pas... Enfin, on n'est jamais sûr de rien, hein, parce que ça, c'est comme dans les reptiles des chairs. Hein. C'est un dessin des chairs extraordinaire. Vous avez des reptiles qui sont dans un plan. Et puis à un moment donné, on les voit sortir du plan. Et là, ils se rendent compte que, ah bah oui, bah, en fait, ils sont dans l'espace et ce qu'ils voyaient dans le plan, c'est pas, ils le voient autrement. Et donc là, c'est pareil. Donc là, vous avez la ville marronne qui était confinée dans un rectangle, mais qui n'était pas obligé d'être fini là. Donc c'était ici, il y avait et en fait, on se rend compte que ça fait ça. Donc, ne pas avoir l'esprit cantonné en se disant, bah oui, on a notre petit monde là qui est fermé. Non, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, peut-être qu'on est dans une simulation. Voilà. Bon, c'était le mot de la fin. Alors, juste un petit mot, juste pour ceux qui voudraient aller plus loin. Donc, bien sûr, incontournable des objets fractales, forme, hasard et dimension de Mandelbrot. Et peut-être 2 livres, bon, celui-là il se lit très bien, pas de problème, mais peut-être 2 livres encore plus, je trouve, plus accessibles, ceux-là. Donc Le monde fascinant des objets fractales, c'est super bien dessiné, enfin, il y a beaucoup d'exemples, vraiment très bien. Et puis celui-ci qui est une collection harmonisée par Cédric Villani.
dont fait partie Cédric Villani. Très intéressante aussi sur une nouvelle manière de voir le monde. Et alors la dernière que je veux vous proposer, non, l'avant-dernière, c'est cette collection. Alors ça c'est pour ceux qui voudraient programmer. Une collection fabuleuse sur les fractales en classroom, de recherche de deux botanistes. Alors comment ils s'appellent déjà, je n'ai pas écrit. Ah bah si, c'est sur le dessin. Francis Allais et Roland Keller. C'est super bien dessiné. C'est archi clair, c'est vraiment... D'habitude, j'emmène les livres dont je parle, mais là, j'étais tellement chargée que je vais laisser tomber. Voilà, donc très, très, très beau livre. Et très, très accessible, très bien écrit aussi. Voilà, c'est fini. Cette diapositive que vous avez montrée, on arrive très rapidement à un très grand nombre de possibilités. Est-ce qu'il y a une loi mathématique? Oui. Alors, parce que c'est une exponentielle. Non, c'est des sommes de suite. C'est des suites. D'accord. C'est pas une exponentielle. Non, c'est pas une exponentielle. C'est pas une exponentielle. C'est vraiment une suite, une exponentielle. Y a-t-il un algorithme pour arriver à ton état de passion? Je sais pas. Parce que là, il faut vraiment que parce que c'était remarquable, mais surtout c'était cette passion qui est là sous-jacente qui fait qu'on découvre, quoi. J'espère que ça vous a intéressé en tout cas. Juste un petit commentaire sur les aspects physiques, parce que je réponds un peu aussi à Bruno qui parlait de mécanique quantique tout à l'heure. Donc en fait, quand on commence à faire de la physique, on fait toujours de la physique linéaire au départ. C'est-à-dire qu'on met des termes qui ne sont pas au cul, qui sont pas... Et donc on obtient des choses qui sont relativement simples. Mais dès qu'on complique un peu les choses, et la nature elle n'est pas linéaire, la nature n'est pas linéaire, là on obtient des choses qui sont beaucoup plus complexes. Donc là ce qu'on a vu, en physique, ça résonne en matière de chaos déterministe. C'est-à-dire qu'en fait, on applique un processus très simple, on répète, et ça engendre des bifurcations, et on arrive à des états chaotiques. Et puis de temps en temps, quand on augmente encore le processus, on retombe vers des choses organisées. Mais le chaos déterministe, donc ça représente une certaine partie de la nature, mais il y a quand même, malgré tout, des choses qui résistent à ça. Parce que quand le chaos est déterministe, ça veut dire qu'il y a un processus déterministe. Donc comme vous disiez, il y a des causes qui peuvent être écrites et qui, se reproduisant, conduisent éventuellement à des choses extrêmement complexes et à du chaos. Mais en mécanique quantique, c'est pas tout à fait vrai. Et donc dans les interprétations classiques de la mécanique quantique, je dirais, eh bien, il y a quand même cet aspect de probabiliste qui est présent et qu'on n'arrive pas à lever. Et il se trouve que quand on met ces probabilités et qu'on écrit la physique avec ces probabilités, on arrive à reproduire la nature de manière extraordinaire, au moins aux petites échelles. Donc peut-être que quand même tout n'est pas avec des causes écrites, et qu'au moins aux petites échelles, c'est extrêmement difficile de lever l'aspect non déterministe, l'aspect vraiment probabiliste. Donc il est aussi dans la nature, je pense. Donc il y a sans doute de
du déterminisme dans la nature, il y en a beaucoup. Et même en mécanique, par exemple, on a des problèmes à 3 corps, donc on a 3 corps qui interagissent dans l'espace. Ben, ça peut faire des choses extrêmement complexes, et des mouvements qui deviennent extrêmement complexes, et qui peuvent paraître chaotiques, et qui pourtant s'écrivent à partir d'équations bien connues. Mais malgré tout, il y a des parties de la nature, et notamment aux petites échelles, où je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Voilà. À l'échelle des particules. Il y a peut-être aussi un autre élément, c'est de relier ceci avec Darwin, et donc sa théorie, bien évidemment, hein, et sur les probabilités, la sélection naturelle, etc. Donc tout ça nous amène dans un monde du simple au complexe. C'est vraiment extraordinaire. Oui. On va, comment dirais-je, il y a peut-être effectivement des probabilités ou pas, je ne sais pas comment ça fonctionne, hein, par moment, cette sélection naturelle, selon Darwin, voilà. Il y a des éléments probabilistes. Oui, oui. La mutation, elle est probabiliste. Après, oui. La sélection, elle se fait avec les règles de l'environnement. Donc les objets qui ont été produits, les vivants qui ont été produits, ont plus ou moins de chances de continuer à vivre. Oui, de continuer à vivre ou de s'arrêter. De se reproduire ou de s'arrêter. Et donc le vrai hasard, ça fait pas longtemps qu'on a simulé. Mais je sais pas du tout comment on fait du vrai hasard. Oui, avec des ordinateurs quantiques, justement. Avec des processus quantiques. Tu peux nous en parler un peu ? Pour faire du vrai hasard, effectivement, la plupart des algorithmes qui utilisent du hasard sur les ordinateurs pour la vie de tous les jours, ils utilisent ce qu'on appelle des générateurs pseudo-aléatoires qui font du hasard qui est suffisamment aléatoire pour que ça ne pose pas de problème pour les applications, par exemple, de cryptographie quand vous payez en ligne par carte bancaire ou ce genre de choses. Mais il y a des cas où on a besoin d'avoir du vrai hasard, et dans ce cas-là, effectivement, on ressort à la mécanique quantique, et donc ça va être typiquement sur l'émission de photons individuels, on va mesurer leur polarisation, qui est une caractéristique des photons que vous par particules de lumière. Et chaque photon qui est émis par un certain processus a une polarisation aléatoire. Et en mesurant cette polarisation, on a un générateur de nombres vraiment aléatoires. Donc effectivement, dans les processus vraiment critiques, quand on a besoin de vrais nombres aléatoires... Comment il démontre que c'est vraiment aléatoire ? C'est-à-dire que tu peux faire tous les tests que tu veux, tu n'arriveras jamais à trouver... Voilà, quand on veut tester un générateur aléatoire, on a des batteries de tests très larges pour voir, et d'ailleurs quand on veut tester un générateur pseudo-aléatoire, on lui applique aussi ces batteries de tests. Et sur les générateurs qui sont issus de la mécanique quantique, ils n'ont jamais été mis en défaut par aucun test. Ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire que peut-être qu'il manque quelque chose qu'on n'a pas compris de la mécanique quantique, et qu'en réalité ce hasard est déterminé par quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, ce sont des processus qui ont l'air purement aléatoires. C'est ça. En science, il faut rester prudent. Ça ne plaisait pas à Einstein, hein. Il disait Dieu ne joue pas au dé. Oui, c'est vrai, il se battait avec Bohr, c'est ça ? Oui. Nathalie, tu pourrais nous dire quelques mots du livre de Francis Allais, parce que ça m'interroge, moi, l'architecture des arbres. Certes, quand on demande à un enfant de dessiner un sapin, un crack, un triangle, c'est bien fait. Si je veux dessiner un flamboyant, je fais un rond comme ça va. Mais quand même, je n'ai jamais vu un arbre ressembler à un autre. Et le sapin qu'on modélise comme cela, il n'y a aucun sapin dans la nature qui ressemble à un autre. Est-ce que mathématiquement, on réussirait à décréer un arbre pour le recréer mathématiquement parlant? Ah ben je sais pas, moi. Non, dans le livre de Francis Allais, il n'y a pas de question de modéliser mathématiquement un arbre. Hein. C'est juste une classification. C'est un livre d'architecture en botanique. C'est-à-dire, il classifie les types de plantes par famille. Alors, il fait des dessins, donc à la main, hein, c'est pas à l'ordinateur, ils font des dessins. Donc, par exemple, il va y avoir une plante qui pousse tout droit comme ça, qui là qui va se séparer en deux,
Et puis là, il va y avoir une feuille en haut, une feuille en bas, une feuille en haut, une feuille en bas, c'est super bien fait. Mais il n'y a pas du tout de mathématiques, de modélisation, c'est juste un livre de classification par famille de toutes les planches. Si j'ai bien compris, finalement, avec tous les schémas qu'il nous a proposés là, on réussissait à avoir des figures qui, à un moment donné, se ressemblent un peu. Et chez les arbres, il n'y a jamais de ressemblance. Peut-être qu'on ne prend pas assez de... On parle pas de la même chose, je pense, là. Tu parles de ressemblance visuelle. Oui, oui. Mais là, ce dont on parle, c'est plutôt une ressemblance au niveau de la structure. Donc... Pour moi, c'est un peu comme les humains. Il n'y a pas deux humains identiques, alors qu'à la base... les jumeaux. Bah, même les jumeaux. Même les vrais jumeaux, une fois qu'ils grandissent, l'organisme ne sera jamais exactement le même à la cellule près. Mais les arbres, t'as des, comme chez les humains, tu as des arbres qui vont se ressembler plus que d'autres, tu as des familles d'arbres, on va dire des ethnies d'arbres. En l'occurrence, en biologie, c'est des races ou des espèces pour les arbres. Et deux arbres de la même espèce vont se ressembler, mais chaque individu va être différent. Et en plus, dans les arbres, c'est encore plus beau que ça, c'est-à-dire que dans un arbre, l'ADN évolue au cours de l'arbre. Tout au long de l'arbre. C'est pas vraiment le même individu de ce point de vue-là. Les arbres vont évoluer leur ADN au cours de leur croissance. Et contrairement aux humains? Contrairement aux humains. Les humains, on garde notre ADN de notre naissance à notre mort. Je savais pas ça, non, c'est dingue ça. Ouais. Allez, les arbres, c'est fascinant. L'ADN change. L'ADN des arbres change au fur et à mesure de leur croissance. Ce sont des facteurs environnementaux. Oui, exactement. Ils font ça pour s'adapter à leur environnement. En parlant de ça, dans une vidéo de Science Étonnante, on disait justement à propos de la complexité, sur la Terre, tout est fait à base de carbone. On pourrait, par exemple, changer le carbone en silicium, et ça pourrait faire aussi d'autres mondes. Oui, c'est des choses qu'ils ont essayé de faire en laboratoire, de faire de la vie à base de silicium à la place du carbone, c'est compliqué. Ouais. Et imaginer d'autres... Parce qu'on imagine que l'eau, c'est la base de tout, mais peut-être qu'à ce moment-là, ce ne serait pas l'eau, ce serait par exemple, je ne sais pas, le mercure. Comme sur Titan, là, ils ont trouvé des lacs de mercure. De méthane. De méthane. Oui. Il y a des pluies de méthane. C'est incroyable ça, hein. Et toute l'exposition là qui a été faite aujourd'hui, donc ce sont des créations? Oui, c'est un choix. Il y a un d'une petite fille, si j'ai bien compris. Oui, il y en a deux là. Il y en a plusieurs, il y en a avoir un, deux, Pour des raisons de parallaxe. Et donc là, ils ont arrêté de pousser à quel stade? Quand tu les prends en photo ou... Qui les puces? Non, les œufs. Parce que les puces, ça y est, parce que la vigne marronne, on l'a vu pousser au fil de la conférence, mais là, sur les... Ah bah des fois, par exemple, celle-là, je l'adore. Alors là, elle est mal éclairée, il faudrait la regarder de près. Oui, parce pour moi, c'est l'univers dézoomé. Parce c'est que une... on voit les plantes qui poussent sur les bords, mais là, après, ça ne veut rien dire, ça dépend de l'ordinateur, de sa puce, etc. Mais bon, quand même. Et il y en a d'autres aussi qui ont duré très longtemps, et celle-là, elle a terminé, puisque je ne mettais pas encore de test d'arrêt, c'est-à-dire que si elle ne terminait pas et que je faisais un arrêt forcé de la croissance de la plante, je perdais la plante parce que ça ne stockait pas le chemin. Donc celle-là, elle a terminé avec son chemin. Quand même, donc ça m'a vraiment intriguée. Tu veux dire, elle s'est terminée toute seule? Oui, c'est ça. Sans que tu vois, tu interviennes ou c'est ça. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses que je dois améliorer. Que si jamais ça dure trop longtemps, mettre des garde-fous partout. Voilà. Et si vous voulez vous balader pour regarder, moi je vais commencer à ranger au moins les ordinateurs.